Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Tunisie, le coup d'envoi de la campagne pour la présidentielle du 23 novembre vient d'être donné. Le parti islamiste Ennahda, qui ne participe pas au scrutin, n'a toujours pas dit quel candidat il entendait soutenir parmi les 27 en lice. La Libye, toujours en quête de stabilité. De violents combats ont fait rage ce lundi à Benghazi, tandis qu'à Tripoli, la capitale, les habitants profitaient d'un fragile retour au calme. Et enfin, retour sur la Lagos Fashion Week and Design, devenu un des grands rendez-vous annuels de la mode nigériane. Il a accueilli pour la première fois plusieurs créateurs du continent africain. Mais avant de développer ces titres-là, conférence de mise en état de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a débuté ce mardi à la Cour pénale internationale à La Haye. La chambre de première instance de la CPI a ouvert donc 2 audiences distinctes pour l'affaire Laurent Gbagbo contre le procureur Fatou Bensouda. L'une a été consacrée à la procédure concernant les questions des témoins. Écoutons un sonore à ce propos. Alors concernant la question à l'ordre du jour, la première question à l'ordre du jour, les témoins du procureur. Concernant le nombre, le procureur, si on prend le chiffre indiqué à minima, nous dit qu'il y aura, et il dit lui-même que c'est un chiffre assez important, 70 témoins au minimum, grosso modo, 54 plus 15. S'il faut au minimum 3 jours pour la défense, pour analyser, vérifier, recouper chaque témoignage, y compris le travail d'enquête, cela reviendrait à 210 jours ouvrables, soit un travail de 10 mois. Ça ne signifie pas qu'on va demander un délai de 10 mois, mais cela signifie qu'avec un travail par témoin qui serait uniquement de 3 jours, travail d'enquête compris, ça amène à 210 jours ouvrables. Je pense que c'est une information importante et une base de raisonnement qui peut nous servir à tous. Cette conférence est à suivre en direct sur Africa 24. Nous reviendrons sur la suite de ces événements. La Tunisie est entrée en campagne pour la prochaine élection présidentielle ce samedi. 27 candidats sont en lice pour le scrutin du 23 novembre. Un deuxième tour aura lieu fin décembre si aucun des candidats ne remporte la majorité absolue des suffrages au premier tour. Ce scrutin sera par ailleurs marqué par l'absence de candidats du parti islamiste Ennahda. Les précisions d'Ibrahim Ndiaye. La Tunisie en campagne pour sa première présidentielle de l'après-révolution. Au lendemain du scrutin législatif remporté par le parti Nida Tounes, dirigé par l'ancien Premier ministre Béji Caïd Essebsi, la Tunisie se tourne vers la présidentielle prévue le 23 novembre 2014. La campagne présidentielle a été lancée ce samedi 1er novembre. 27 candidats sont en lice. Parmi eux figure le président sortant, Monsef Marzouki. Je crois qu'il y a une vague porteuse en faveur du candidat du parti NIDE, Béji Caïd Essebsi. Il a eu la majorité des voix au cours des élections législatives et je pense qu'il pourrait profiter de cette dynamique. En face de lui, l'un des candidats les plus sérieux, bien entendu, c'est le président sortant, même s'il est vraiment au plus bas de sa popularité en ce moment. Une présidentielle marquée par une absence de taille, celle du parti Ennahda, qui ne présente pas de candidat à ce scrutin. Le parti islamiste n'a pas réussi à présenter un candidat parce que réellement, au sein des dirigeants de Ennahda, hormis leur leader incontesté, Ras Ghannouchi, il n'y a pas réellement de figure pouvant donner l'impression d'occuper un poste de cette envergure. C'est-à-dire, en bref, il n'y a pas d'homme d'État au sein de Ennahda aujourd'hui. Cependant, malgré son absence à la présidentielle, Ennahda peut peser sur le scrutin grâce à son important capital électoral. Ennahda essaie de monnayer son réservoir électoral de voix qui avoisine les 900 000 voix, essaie de la monnayer avec les candidats présents, mais dans tous les cas, Ennahda sera un petit peu dans un virage aussi important, absente de la compétition. Le président de l'Assemblée nationale constituante, Moustapha Ben Jaafar, ou encore l'homme d'affaires et président du club africain, une équipe de football, Islim Riahi, brigue également la magistrature suprême.
Un deuxième tour de la présidentielle aura lieu en fin décembre si aucun des candidats ne remporte la majorité absolue des suffrages au premier tour. Ultimatum de 2 semaines pour un retour au pouvoir civil au Burkina Faso. Le Burkina semble se diriger vers une sortie de crise. Zéphirin Diabré, entouré de tous les membres de l'opposition, a tenu ce lundi soir une conférence de presse où il a parlé d'une solution de consensus. L'Union africaine a pour sa part donné un délai de 15 jours aux militaires pour restituer le pouvoir aux civils sous peine de sanctions. Et le soutien au peuple burkinabé se poursuit au Sénégal. Des manifestants se sont rassemblés ce lundi devant l'ambassade du Burkina Faso à Dakar. Réunis à l'appel d'organisations de défense des droits de l'homme, les citoyens présents se sont aussi opposés à la prise de pouvoir par les militaires après la chute du président Blaise Compaoré. Reportage de notre correspondant au Sénégal, Elhadji Ndiaye. Manifestation de soutien au peuple burkinabé ce lundi à Dakar, organisée par le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples en collaboration avec la Société internationale pour les droits de l'homme. Les manifestants se sont retrouvés devant l'ambassade du Burkina Faso. Un rassemblement qui a pour objectif de soutenir la lutte du peuple burkinabé contre la confiscation du pouvoir par les éléments de l'armée, de surcroît très proche de l'ancien président déchu Blaise Compaoré. L'appel des manifestants est sans équivoque. Ils demandent le respect des engagements du Burkina Faso vis-à-vis des institutions africaines et internationales. Conformément aux différents accords que le Burkina Faso a eu effectivement à signer avec les différents organismes, à savoir l'UEMOA, l'Unité africaine, ces différentes organisations, je crois que le Burkina Faso doit respecter ses engagements. Il y a une constitution et il serait intéressant parce que de réinstaurer cette constitution afin qu'il y ait un organe traditionnel qui soit consensuel. Au-delà du cas burkinabé, nombreux sont les dirigeants africains à avoir modifié la constitution de leur pays afin de conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui à travers l'Afrique qui sont en train de modifier leur constitution. C'est la République démocratique du Congo, c'est le Cameroun, c'est le Rwanda, c'est le Burundi, c'est le Togo, c'est le Gabon et plus proche du Sénégal, c'est la Gambie. Et aujourd'hui, cela constitue un avertissement solennel à tous ces chefs d'État pour leur barrer la route. Parce que les peuples africains aujourd'hui sont mûrs, les citoyens africains sont mûrs. Les différentes tentatives de modification des constitutions par les chefs d'État se heurtent dorénavant à l'opposition des jeunes du continent, ce qui démontre que la jeunesse africaine est de plus en plus sensible à l'idéal de démocratie. En Libye, de violents combats ont eu lieu ce lundi aux abords du port de Benghazi. Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, le pays reste plongé dans le chaos. À Tripoli, la capitale, les habitants profitent d'un fragile retour au calme malgré la poursuite de combats à l'ouest de la ville, comme nous l'explique Elhadji Ndiaye. Lueur d'espoir à Tripoli où la vie reprend petit à petit son cours. Depuis plusieurs mois, la ville était à la merci des milices armées qui se disputaient tour à tour le contrôle de l'aéroport de Tripoli. Contrôlé depuis 2011 par la milice de Zintan, il est depuis le 13 juillet le théâtre de violents combats. Des hostilités qui ont déjà fait plusieurs dizaines de victimes. Aujourd'hui, le calme semble être revenu dans les rues de la capitale libyenne. La vie à Tripoli est maintenant tout à fait normale. Voitures, piétons et les commerces sont tous de retour à un rythme normal. Les denrées alimentaires sont disponibles et l'électricité est maintenant disponible 24 heures sur 24. Les stations d'essence sont maintenant vides. Il n'y a plus de voitures qui font la queue en attente de carburant. Autre signe du retour à la normale, la reprise des cours dans les écoles qui avaient été fermées du fait de l'insécurité grandissante et la réouverture des établissements bancaires. L'année scolaire a bien commencé, même si nous avons eu quelques petits obstacles en ce qui concerne les manuels scolaires, mais nous avons réussi à les surmonter grâce à Dieu. L'école et les études vont être mieux, avec la volonté de Dieu. En raison des événements qui ont eu lieu à Tripoli, les banques ont eu une pénurie de devises. Mais Dieu merci, les activités ont repris un rythme normal. Les clients déposent de grandes quantités d'argent et il n'y a pas de plafond sur les retraits. Toutefois, les combats se poursuivent toujours dans l'ouest de la capitale Tripoli. Cette instabilité menace l'économie qui dépend à 98% des exportations d'hydrocarbures. Face aux menaces répétées à l'encontre des nouveaux élus, le nouveau gouvernement et la Chambre des représentants ont transféré le siège du pouvoir dans la ville de Tobrouk, à l'est du pays.
Culture à présent, du 29 octobre au 1er novembre, la capitale du Nigeria, Lagos, a accueilli la 4e édition du Lagos Fashion and Design Week. Ce rendez-vous de la mode a vu la participation de jeunes talents qui ont rivalisé sur les podiums. Christelle Dayabaya. Les rideaux sont tombés ce week-end sur la 4e édition du Lagos Fashion Week. Pour ce rendez-vous de la mode africaine, plus de 40 designers nigérians et internationaux, constitués essentiellement de jeunes, étaient présents. Une initiative volontairement prise par les organisateurs pour encourager la créativité au sein de la jeune génération. La qualité des couleurs et des modèles présentés donne toute la mesure du talent de ces jeunes créateurs. Nous nous sommes particulièrement focalisés sur les jeunes designers. Le Lagos Fashion and Design Week est l'un des événements qui nous passionne parce que nous croyons que la durabilité de toute l'industrie de la mode repose sur la capacité à être en mesure de préparer la prochaine génération. Il nous faut canaliser toute la passion créatrice de ces jeunes dans le bon sens. Pour ces jeunes étudiants, la conception des modèles et leur réalisation sont souvent le reflet de leur vécu. Kenneth Izé a 24 ans. Pour sa toute dernière collection, il a été inspiré par la musique highlife. Je puise mon inspiration de ce que j'aime, vous savez. Je me suis vraiment inspiré de King Sunny Adé et Ebenezer Obey. Pour moi, ces musiques me parlent directement parce qu'elles parlent de la vie. Je suis tombé amoureux de cette musique et j'ai essayé de faire le rapprochement avec une manière de s'habiller qui coïnciderait avec la musique. Le Lagos Fashion and Design Week vise à repositionner progressivement la mode comme un outil pour la promotion de la créativité au Nigeria. Cette 4e édition a été l'occasion de valoriser le travail des jeunes designers. Ils promettent de se retrouver l'année prochaine pour des moments de communion riches en couleurs et en créativité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.